voilà, la Terre et Mars sont côte à côte ici. Si on peut baisser un peu la lumière, ce serait mieux. Sauf pour la caméra, je ne sais pas, mais pour les images, c'est certainement mieux. Les petits corps s'agglomèrent en contenant des éléments radioactifs de courte période, l'aluminium 26 par exemple. Et donc vous avez une source de chaleur interne, 4 tiers de pi R3, c'est le volume d'une sphère, et la chaleur se libère par la surface, 4 pi R2. Et le résultat, c'est que le ratio des deux vous dit que plus un corps planétaire est petit, plus il se refroidit vite. Donc il y a presque un facteur 10 en volume entre Mars et la Terre. Donc Mars est très certainement géologiquement mort, Mars est refroidi. La température moyenne, qui ne veut rien dire, est autour de moins 50 degrés. En fait, on passe de moins 80, moins 90 la nuit à peu près 0 le jour. Et autre particularité, même sur cette image, on a l'impression de voir des nuages, la vie sur Terre nécessite à la fois l'eau, on le voit, mais également le soleil, la partie bleutée, quand il fait beau, sur cette image, mais aussi les nuages. Si vous n'avez pas alternance de pluie et de soleil, vous n'aurez pas la vie. Et sur Mars, il fait toujours beau, contrairement à ce qu'on voit un peu à droite. Il y a des nuages, mais c'est quand même plutôt rare. Et donc, il fait toujours beau. Le seul paramètre météo peut-être le plus important, c'est un peu comme sur la Côte d'Azur, c'est le vent. C'est-à-dire que quand il y a du vent, il ne fait pas beau. Ça, c'est ce qu'on vous dit quand vous habitez Toulon. Mais voilà. Alors maintenant, ça, c'était une image qui était prise depuis la Terre. Là, vous avez un photomontage de Mars. Et tout d'un coup, on voit les reliefs. Cette très belle vallée qui est au centre de l'image, Valles Marineris, découvert par Mariner 9 en 72. À droite, 3 volcans, gigantesques volcans. Bon, c'est un peu coupé, le deuxième est là, le troisième est là. Et il n'y a pas beaucoup de volcans sur Mars, mais ils sont absolument gigantesques. Le plus gros est juste derrière ici. Il fait la taille de la France. Donc il fait 600 km de diamètre pour 23-25 km d'épaisseur. On voit déjà qu'il y a des écoulements. La vallée Mars est en pente. Ça, c'est des hauts plateaux cratérisés. Vous voyez, tous ces ronds, ce sont des cratères d'impact. Il y a beaucoup moins de cratères dans les plaines du Nord. Et en fait, vous avez 6 km de dénivellation entre le sud et le nord. Et de l'ouest en est, même si la vallée n'a pas été créée par l'eau, c'est une rupture de la croûte, c'est géologique. Ensuite, l'eau a coulé d'ouest en est et ensuite du sud vers le nord. Vous avez voilà, ici on voit bien qu'il y a eu des écoulements importants. Alors les manifestations de l'eau sont connues déjà depuis l'époque viking. On est en 76, donc on va fêter les 30 ans dans 2 ans. Des vallées de débâcle. Bon, ça c'est une débâcle. Encore une fois, des cratères, c'est des ronds avec des remparts en relief. L'eau a contourné le cratère, a beaucoup érodé. On a pu calculer ici qu'on a eu des fronts d'eau de 100 mètres de haut sur des kilomètres de large. Et ce sont des phénomènes qui durent quelques heures. Donc c'est très très violent. Ça érode. Partout où ça érode, c'est visible. On voit très bien cette érosion. Partout où l'eau est stagnante, on ne voit plus rien. On ne sait plus très bien si elle reste liquide, si elle devient solide, Mars est froid, ou si elle s'enfouit dans le sous-sol. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore bien connu. Une image viking à nouveau, cette fois, c'est un fleuve asséché. Donc on a des fleuves sur Mars. Je crois que l'image parle d'elle-même. La question, c'est d'où vient l'eau. Est-ce qu'il a plu sur Mars à l'époque? C'est pas sûr. Les études fines de ce type de fleuve montrent que ce n'est pas tout à fait comme des fleuves terrestres, donc ce n'est pas forcément lié à la pluie. Ça peut être des résurgences d'eau en amont des bras, et ensuite ça érode et ça fait un affluent plus grand. Alors en bas, l'eau arrive dans une espèce de plaine ou un bassin, l'eau est stagnante, encore une fois, on ne sait plus très bien ce qu'elle devient, parce qu'elle n'érode plus et elle ne laisse plus de traces. Mais ça, c'est par l'imagerie visible. Je vais y revenir. Alors, un autre phénomène qui a été connu depuis bientôt 30 ans, c'est non pas le pic central d'un grand cratère, ça se retrouve un peu partout. Vous avez tous vu cette image de la goutte de lait dans du lait qui rebondit. C'est le même mécanisme qui fait que vous fondez au moment de l'impact de l'astéroïde, et si ça se fige au moment où ça rebondit, eh bien vous avez un pic central. Donc, je vous montre cette image parce que vous avez ici quelque chose d'étonnant autour du grand cratère, pas autour des petits et du moyen. C'est ce qu'on appelle les éjectats fluidisés, et ça a été interprété depuis fort longtemps comme étant le fait qu'il y a de la glace dans le sous-sol et qu'au moment de l'impact, l'énergie cinétique se transforme en chaleur, et cette chaleur fond la glace, et c'est de la boue qui retombe autour. Cette boue a peut-être 1 ou 2 milliards d'années, et ensuite elle est figée, elle a regelé, et elle reste là pendant
des temps extrêmement longs. Alors tout ça, c'est l'interprétation d'images. Il a fallu attendre 2001-2002, un satellite qui s'appelait Mars Odyssey, qui a fait la carte de Mars en hydrogène. Alors c'est pas tout à fait l'eau, mais c'est presque l'eau. Et en détectant l'hydrogène, on voit que, alors on sonde 1 mètre de profondeur dans la surface. On voit que Mars est sec à peu près partout, tout ce qui est jaune, mais sauf peut-être 2 zones. D'ailleurs, on a envoyé un rover ici, M pour Meridiani Planum. On a envoyé un rover ici, G pour Gusev, c'est Spirit. Et par contre, aux latitudes plus et moins 50, on a beaucoup de glace d'eau dans le sous-sol. Et ça, c'est un résultat qui date de 10-12 ans maintenant. Même si ce sol n'est pas gelé, c'est-à-dire que ce n'est pas de la glace en surface. Si je vous montrais une photo de cette zone, vous ne pourriez pas savoir qu'il y a de la glace en sous-sol. Néanmoins, vous voyez la limite. Et les calottes polaires, ce n'est pas forcément un hasard. Les calottes polaires, l'hiver, atteignent la zone de 50 degrés nord ou 50 degrés sud. C'est-à-dire que l'hiver, Paris serait dans la calotte polaire martienne. Et cette calotte polaire, c'est de la neige carbonique, c'est du CO2 solide. Ce serait curieux. Mais bon, ça, c'est les particularités de la calotte polaire, des calottes polaires sur Mars, qui d'ailleurs sont très différentes l'une de l'autre. Alors en 2000, il y a une autre publication qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est un phénomène récent, à l'échelle géologique, c'est-à-dire 1 million d'années, 10 millions d'années, peut-être 100, pas plus, de ce qu'on appelle des ravines, des gullies en anglais. C'est récent parce que c'est frais, c'est pas tellement érodé, ça s'accumule sur des dunes, et les dunes, ça peut pas être très ancien, et c'est petit, c'est-à-dire que ça fait 1 kilomètre de long, c'est un flanc de cratère, là on sent qu'il y a eu également une ravine, beaucoup de choses, et puis des écoulements. Et le problème, c'est que si j'ouvre cette bouteille d'eau, là, celle-là, sur Mars, la pression est de 6 à 10 millibars, la température au maximum 0, donc ça bout en permanence. L'eau n'est pas thermodynamiquement stable sur Mars. La question, c'est comment c'est possible. Il n'empêche que c'est possible. Voilà ce qu'on observe avec une succession d'images en fonction de la saison. Et au moment où ça dégouline, ça c'est un plateau, ça c'est une plaine en contrebas, et ça dévale de la droite vers la gauche. Vous voyez que ça dévale fortement. Ça, c'est ce qu'on appelle la longitude solaire. Ça correspond à la saison, et ça dévale bien au moment où c'est le plus chaud. Donc, il y a probablement du liquide qui dégouline. Ce n'est pas des écoulements secs, mais ce n'est pas de l'eau pure, c'est de la saumure, c'est de l'eau chargée en sel. Ce n'est pas du sel de cuisine, c'est d'autres sels, c'est du sel du chlore, du sel de brome, du sel de... différents sels. Donc, et ça, c'est une image qui date des années 2010, donc c'est extrêmement récent et c'est quelque chose qui est actuel sur Mars. Alors, ça vous permet de dire un petit peu mon travail au CNES. Mon travail au CNES, ça consiste à faire en sorte que ce type d'instrument, qui a été fabriqué à Orsay, à l'Institut d'astrophysique spatiale, bon, il se trouve que c'est mon directeur de thèse qui l'a fait, mais c'est un hasard complet. C'est pas pour ça que je vous le montre. Je vous le montre parce que cet instrument, qui est un spectro-imageur visible et infrarouge, qui fait de l'imagerie hyperspectrale, ça veut dire que chaque pixel de l'image est un spectre, dans l'infrarouge ou dans le visible, 2 canaux. Ça, c'est des capots rouges pour ne pas oublier de les enlever avant de lancer la fusée. Et cet instrument est très puissant. Je crois que Bibring a eu vraiment un coup de génie de mettre ça, puisque c'est la première fois qu'on a mis ce type d'instrument autour de Mars, sur Mars Express en 2003. Et cet instrument a détecté des minéraux hydratés sur Mars. Et tous les points verts que vous avez ici, je ne les ai pas comptés, mais il y en aurait 1200. Mais la surface intégrée de ces points verts ne dépasse pas 3%. Ça veut dire que quand on veut aller sur Mars, on sait maintenant qu'en général, quand on se pose au hasard, on ne tombe pas là où il faut, on ne tombe pas sur un point vert. Or, c'est sur ces points verts qu'il y a des argiles, et les argiles sont considérées comme la découverte la plus importante de la décennie, et c'est fait par un instrument fait en France. Donc on en est un peu fiers. Des argiles, il n'y en a pratiquement pas dans les plaines du Nord, mais il y en a quand même dans des cratères, ici. Et ça, c'est très important parce que ça prouve que ces argiles existaient avant que ces plaines soient remplies par des laves très fluides. Et vous avez ici des zones d'accumulation d'argile. Et c'est sur ces points verts que toutes les missions futures vont se poser. Et d'ailleurs, c'est sur celle de Curiosity dont je vais vous parler maintenant. Alors, ça a permis de faire ce qui est très dangereux de faire en histoire, mais qu'on aime bien faire en science. On réécrit l'histoire. Donc là, vous avez la création de Mars, l'instant présent à droite. Donc, au tout début, Mars était chaud et humide, si on en croit l'histoire des argiles. On fabrique des argiles ici. Ça a duré 500 millions d'années. Ensuite, il y a un changement climatique global. Mars perd son champ magnétique. Le vent solaire interagit directement avec la surface et Mars perd son atmosphère. Donc, l'effet de serre s'amenuise, disparaît.
la température baisse. On a des sulfates pendant peut-être 500 millions d'années. C'est fait en milieu plus acide, de temps en temps aqueux, mais le plus souvent sec, et ensuite plus rien, c'est-à-dire des oxydes ferritaniques. Ça, c'est un désert sec depuis 3,5 milliards d'années. Et ça, c'est une nouvelle écriture de Mars qui date de 2003-2004. Alors j'en viens maintenant à Curiosity. Ça, c'est un petit sketch américain pour illustrer le fait qu'ils peuvent le dire, puisque c'est eux qui ont fait tous les atterrissages sur Mars. Mars, c'est difficile. Quand Mars réussit à faire échouer une mission, elle gagne 1 point. Quand la Terre réussit une mission, elle gagne 1 point. Vous voyez que le score est pour l'instant que Mars gagne. Alors, il faut voir 16 ici, puisque Curiosity s'est posé. Donc on en est à 40% de succès. C'est peu. D'ailleurs, il y a 10 ans, quand je faisais cette conférence, j'étais plutôt à 33%. Depuis, il y a eu des succès. Sur Vénus, le score est inverse. On est plutôt à 2 tiers de succès et 1 tiers d'échec. Et les succès, d'ailleurs, sont plutôt soviétiques. Alors Curiosity, Curiosity, c'est lui. C'est le grand frère des rovers. Curiosity, c'est lui. 1 tonne à peu près. En 96, un petit jouet d'enfant, 12 kilos, alimenté par un panneau solaire, une antenne de communication avec sa station, un instrument scientifique, 100 mètres au compteur en 3 mois. C'est ça le résultat de ce petit engin qui a mesuré la composition du sol. Et là, vous avez à nouveau des panneaux solaires. On est en 2003, 2 jumeaux, Spirit et Opportunity. Et Spirit est décédé, paix à son âme, mais Opportunity, au bout de 10 ans, est toujours là. Il est toujours à fonctionner, il est un peu fatigué, mais il répond toujours et il avance toujours. Et donc, la mission continue. Ça fait maintenant 11 ans. Il va bientôt battre le record de la distance franchie en dehors de la Terre. Je pense au Lunarod soviétique, qui en était à 30 km. Et donc, ce record est maintenant détenu par ce rover. Et en août 2012, donc, on va avoir cet engin extraordinaire qui a coûté quand même 2,5 milliards de dollars. Donc, ce n'est pas une petite mission américaine, c'est une très grosse mission. Les Américains en font une tous les 10 ans. Et il n'y a pas de panneau solaire. En fait, vous ne l'avez pas ici, mais vous verrez, il y a un réacteur nucléaire. Non, ce n'est pas un réacteur. Il y a une pile nucléaire qui est du plutonium, de l'oxyde de plutonium 238, qui est radioactif, qui fait de la chaleur, un effet thermoélectronique, et on charge une batterie en permanence. Et c'est ça la source d'énergie électrique de Curiosity. Voilà, là vous avez le schéma avec... Alors pourquoi il y a des ailes? C'est pour refroidir le RTG. Pourquoi il y a un échangeur de chaleur? Parce que c'est la première mission chauffage central intégré. On récupère la chaleur pour chauffer ce qui est dans la caisse. Il y a des instruments ici, très complexes, je vais vous en parler. Et donc on a besoin de cette chaleur, donc on récupère la chaleur. Rien ne se perd ni sur Mars. Bon, ça c'est l'ensemble des instruments qui sont à bord. Il y a une dizaine d'instruments. Juste pour dire que Chemcam est franco-américain, ce laser, je vous en parlerai, il est français, il a été fait par Thales et le CNES s'est beaucoup impliqué dans cet instrument. Sam, qui est derrière ce panneau gris, on en parlera tout à l'heure, il est aussi un peu français, on a contribué aux colonnes de chromatographie. Les autres instruments sont plutôt américains. La station météo est espagnole, l'instrument russe n'a pas donné grand-chose, il est là, et des caméras un peu partout, il y a 14 caméras à bord. Et donc, des très belles images. Alors, voilà, donc on va faire un peu de technique. La technique de l'atterrissage sur Mars. Alors, il se trouve que ce transparent, si je puis dire, a été présenté au tout début du projet. Le problème, c'est quoi? C'est que Mars a une atmosphère très ténue qui fait à peu près l'épaisseur de l'atmosphère terrestre, c'est-à-dire 100 km, mais très ténue. La pression sur Mars est égale à la pression à 30 km d'altitude. Donc, quand vous allez arriver avec bouclier thermique, vous allez ouvrir un parachute, vous êtes tout de suite sur Mars, à la surface. Et donc, vous ne pouvez pas vous poser à haute altitude. Tout ce qui est noir. À l'époque, le JPL, le Jet Propulsion Laboratory, qui est le grand laboratoire de l'exploration planétaire, pensait pouvoir atterrir jusqu'à 2,5 km d'altitude. Donc, ils étaient optimistes. Bon, après, vous avez des soucis de latitude, ça, c'est la géométrie d'arrivée. Vous ne pouvez pas vous poser suivant la géométrie du créneau de lancement. Il se trouve qu'on n'avait pas accès ni au pôle Nord ni au pôle Sud. Alors depuis, la nouvelle planche qui est ici, c'est plus de 2,5, c'est 0. Ça veut dire que toutes les zones noires sont interdites. Vous voyez qu'on ne sait pas se poser, on ne peut pas aller n'importe où sur Mars. Tout ce qui est noir est inaccessible aujourd'hui avec la meilleure technologie que vous allez voir pour se poser sur Mars. Tous les points rouges, c'est les sites
qui ont été proposés par les scientifiques. C'est la grande démocratie. On discute beaucoup, puis après, il faut sélectionner. Les 4 bleus, ce sont les 4 sites terminaux qui ensuite ont été soumis à la NASA, qui a finalement choisi Gale, qui est ici. Et on y reviendra. Donc, vous voyez que la latitude est aussi réduite. On est à plus 30, moins 30. On ne peut pas aller au-dessus. Et on ne peut pas aller dans toute cette zone noire. Donc, alors, à l'époque Beagle sur Mars Express, la contrainte était telle que Beagle avait 2 sites possibles. Donc, vous voyez que le choix s'est fait à pile ou face. Alors, le résultat, c'est voilà les 4 sites. Le seul mot qui est important là-dedans, c'est clay. Vous voyez clay dans les 4 sites. Clay, ça veut dire argile. Donc, on cherche à aller sur les spots d'argile. C'est vraiment le Graal sur Mars. Toutes les missions futures vont aller sur des sites argileux. Et vous voyez que l'altitude, à chaque fois, est très basse. Moins 1,5, moins 1,9, moins 2,2, moins 4,5. On a du mal à aller à haute altitude. Alors, en jaune, c'est ce qui a été fait. Donc, Spirit et Opportunity, 2003, américain. Pathfinder, 96, américain. Viking 1 et 2, 76, américain. Phoenix, 2007, américain. Les Russes n'ont rien réussi. Et les 4 sites en question concernant, et c'est celui-là qui a été sélectionné, qui est, bon, j'y reviendrai, je vous expliquerai. Alors, un peu d'historique, c'est pas lisible, je suis désolé, mais on trouve rien de mieux. Ça, c'est Viking, et Viking avait une particularité assez étonnante, c'est écrit là, donc on se met en orbite. Viking, c'était un orbiteur avec un atterrisseur, qui est cet engin ici à gauche, et en fait, ce qui est très original sur Viking, maintenant on ne fait plus ça du tout, c'est que le tout s'est mis en orbite, et depuis l'orbite, on a largué l'atterrisseur. Alors pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils ne savaient pas très bien où ils allaient. Et donc, ils y allaient un peu au jugé. Donc, ils ont regardé Mars avec Viking. Ils ont repéré le site d'atterrissage après être en orbite. Ils ne pouvaient pas l'envoyer. Alors, c'est très pénalisant parce qu'il faut insérer en orbite. Ça nécessite des ergols, cette partie noire ici. Aujourd'hui, on ne le fait plus parce que c'est trop cher, trop pénalisant. Et ensuite, il y a des orbites. Ça veut dire que quand vous êtes en orbite, l'orbite était elliptique en l'occurrence, il faut un moteur pour se déorbiter, sinon vous y restez. Donc il fallait que cet atterrisseur ait des propulseurs pour le pousser vers le sol. Et ensuite, on a un processus de rentrée assez classique. Alors là, il y a écrit 800 000 pieds. Si je me trompe bien, ça fait presque 300 km. C'est faux. L'atmosphère de Mars, ce n'est pas 300 km, c'est plutôt 100, 120. Mais je dirais à l'époque, on ne le savait pas trop. Ce qui est plus réel, c'est qu'on ouvre le parachute vers 20 000 pieds, c'est-à-dire 6 km, et c'est toujours la réalité. Et ensuite, on se pose. Alors là, on se pose par rétrofusée, descente terminale 4 000 pieds, donc on est à 1200 mètres, et tout se descend avec des... alors là, on est sur des pieds, c'est-à-dire qu'on ne bouge pas. Et Viking, et ce sont des atterrisseurs fixes. D'ailleurs, à la fin, il y a un des atterrisseurs qui était tellement... qui a une longévité de 6 ans, la NASA a décidé de couper, d'arrêter d'autorité l'atterrisseur, parce qu'il prenait des images en espérant voir des papillons, mais on sait qu'il n'y a pas de papillons sur Mars. Donc c'était plus tellement intéressant. Quand on ne peut plus faire de la science, eh bien, à un moment, il faut savoir s'arrêter. Alors là, on est en 2003. Donc même séquence, sauf que là, on arrive depuis l'hyperbole, j'y reviendrai tout à l'heure, parce que c'est beaucoup plus efficace, tout simplement. Simplement, vous arrivez plus vite. Et donc, il faut se freiner plus fort. Donc, il y a une pénalité au niveau du freinage. Mais on a toujours ce bouclier qui va vous freiner au début. Et ensuite, vous déployez un parachute. Et là, vous vous retrouvez, le chiffre est de 8,4 km au moment où vous déployez le parachute. Donc, vous voyez, vous êtes très, très bas au moment. Et quand le parachute a fait son travail, vous êtes le nez sur Mars. Et il faut tout de suite, vous avez un radar. Alors ça, la technique utilisée, c'est un radar qui détecte l'altitude, mais aussi la vitesse horizontale. C'est important parce qu'en vitesse horizontale, vous pouvez déchirer les airbags par effet de cisaillement. Donc vous devez, avec des rétrofusées, brutalement, ce n'est pas du pilotage, là c'est un one-shot comme on dit, brutalement vous allumez des rétrofusées, vous allez stopper la vitesse verticale, la vitesse horizontale, et vous coupez la corde. C'était ça la procédure, c'était assez simple. D'ailleurs Pathfinder l'avait appliqué, et ensuite vous descendez sous des airbags, vous rebondissez violemment, et ensuite voilà, vous ouvrez la station. Alors les airbags, c'était ça. Et vous imaginez un engin d'une tonne là-dedans? Moi pas. Donc c'est pas possible. Un engin d'une tonne que vous faisiez rebondir dans ces choses-là, il faut le renforcer de partout. Il va peser 2 tonnes. Et s'il pèse 2 tonnes, il faut, enfin vous voyez, une espèce de cascade. Donc on ne peut pas faire atterrir des très gros engins. Spirit faisait 170 kilos.
C'était quand même léger. Il est impossible d'atterrir avec des airbags. Il faut vraiment revenir à la technologie Viking, c'est-à-dire les rétrofusées. Mais ça, je vais y revenir. Alors maintenant, je reviens à mon cratère Gale. Il est là. Il a une particularité, ce cratère. D'une part, il est à la frontière. Il y a une dichotomie. Je vous ai parlé des plateaux cratérisés, ça se voit bien. Et les plaines du Nord, ça c'est un volcan, c'est un peu particulier. Donc très peu de cratères ici, et beaucoup, et une dénivellation qui fait 5-6 km, qui est vraiment très importante. Mais ce cratère est vraiment unique en son genre, puisqu'il a une gigantesque montagne, ici, qui est plus grande que le Mont Blanc. Alors on va grimper dessus, mais on va peut-être pas monter au sommet, c'est pas prévu. Voilà, alors c'est pas le Mont Blanc, mais donc la montagne du cratère c'est elle, le Mont Sharp. Non, pardon, c'est elle, je me trompe, c'est elle. 5500 mètres de haut, donc plus grand que le Mont Blanc, comparé à l'Everest, 8800 mètres. Donc on a quand même une très très grosse montagne, et on va évidemment pas atterrir au sommet, mais on atterrit là où c'est le plus bas, pour toujours les mêmes raisons. Donc l'ellipse d'erreur est dans la zone de moins, alors c'est moins 4500 mètres, plus 1500 mètres. Donc ça veut dire qu'il y a une dénivellation de 6 km sur cette image, c'est énorme. Et le sommet étant ici, également les remparts au sud sont très très hauts, parce que quand un cratère se forme, ça fait des remparts très élevés. Alors l'ellipse, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la probabilité à 3 sigma pour les matheux. Ça veut dire que vous avez une 99 sur 100 de tomber dans l'ellipse. Au centre, vous visez le centre. Et la dispersion vient de ce qu'il y a de la météo sur Mars, il y a du vent, il y a des variations de pression. Et donc ce vent ou ces variations de pression vont faire que vous allez être un peu plus loin, un peu plus près. S'il y a un vent latéral, vous allez être un peu plus à gauche. En fait, on arrive par la gauche. Donc latéralement, c'est plutôt le vent latéral qui vous disperse et la pression. Si la pression est très forte, vous arrivez ici. Si la pression est très faible, vous arrivez là. Mais bon, les Américains sont très rigoureux. Donc on atterrit d'ailleurs, pour la petite histoire, ils ont refait les calculs et l'ellipse finale était encore plus petite que celle-là. Celle-là ne fait que 20 km. Donc c'est déjà très petit. Alors le lancement a eu lieu, il était magnifique, il est parti à l'heure. Un petit mot sur les trajectoires planétaires. Finalement, les trajectoires se décomposent en trois éléments. Donc la partie départ, la croisière et la partie arrivée. Donc au départ, c'est une hyperbole. Alors, une hyperbole, c'est quoi? C'est une courbe conique ouverte dont la vitesse à l'infini est non nulle, évidemment, et on veut aller quelque part. La parabole, la vitesse à l'infini est nulle, on va nulle part. Donc on veut avoir une vitesse infinie. Typiquement, c'est 2-3 km par seconde, c'est pas beaucoup. Et ensuite, on est en mouvement naturel, balistique, comme on dit. Et là, on se retrouve sur une ellipse dont le Soleil est un foyer, au même titre que la Terre. Et ça, c'est la trajectoire qui va être légèrement corrigée du fait des imprécisions du lanceur et du fait de la nécessaire précision de l'arrivée. On va vouloir ajuster les choses. Pour vous donner une idée, les Américains touchent l'atmosphère de Mars à 100 mètres près. Donc c'est extrêmement précis. Après, ça se disperse à cause de la météo. Et là, vous avez à nouveau une hyperbole, qui est l'hyperbole d'arrivée. Il s'agit d'un orbiteur, en l'occurrence, ici. Mais si vous avez un corps de rentrée, l'hyperbole touche Mars. C'est la même trajectoire. Donc on a 3 types de trajectoires. En pratique, voilà à quoi ressemble la trajectoire du lancement. Donc on a lancé quand la Terre était là, et on arrive quand Mars est là. Alors là, vous voyez, on a fait à peu près un demi-tour autour du Soleil. Il y a des trajectoires de type 1. C'est une trajectoire de type 1, où on fait moins d'un tour, mais on peut avoir des trajectoires de type 2, où on fait un peu plus d'un tour. On fait un tour et demi. Mars aurait été ici à l'arrivée. Tout est un problème d'énergie et de vitesse. Si on veut arriver très lentement, on peut être amené à prendre une trajectoire de type 2 pour avoir une arrivée plus lente. On a moins besoin d'ergol pour se mettre en orbite, par exemple. TCM, ça veut dire Trajectory Correction Maneuver. Donc on corrige au départ si la fusée a un peu été imprécise. Ensuite, il peut y avoir une grosse correction au milieu. Parfois, il y a une Deep Space Correction Maneuver. Ça, c'est très particulier, mais là, en l'occurrence, il n'y en avait pas. Et ensuite, quand on s'approche, vous voyez, à 60 jours, à 8 jours, à 2 jours et à 9 heures, on peut encore corriger. Là, on affine vraiment. Et c'est comme ça qu'on arrive à des précisions de 100 mètres à l'arrivée. Alors, ce qui n'est pas le cas sur Mars, mais c'est le cas pour beaucoup de missions spatiales, notamment Rosetta, celle qui va vers la comète, on fait ce qu'on appelle des assistances gravitationnelles. Alors, je crois que c'est intéressant juste de montrer un petit peu le pourquoi du comment. C'est des delta V gratuites, c'est-à-dire qu'on va gagner de la vitesse et ça sera gratuit.
gratuit au sens ergol. On ne va rien consommer, on va juste passer près de la planète. Et alors c'est cette flèche-là qui est importante, la vitesse de la sonde par rapport au Soleil. Voilà la vitesse de la sonde par rapport au Soleil avant le survol, et la voilà après. Elle est plus longue, on a gagné de la vitesse, c'est tout bon. Et en plus, l'angle n'est pas tout à fait le même, donc on dévie bien sûr la trajectoire, mais alors on peut soit chercher à dévier, en général on cherche à gagner de la vitesse, mais il y a certains cas où on cherche surtout à dévier. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on a pris un peu de la vitesse à la planète. Donc la vitesse va aller moins vite. Bon, évidemment, elle est tellement lourde que c'est non mesurable. Mais c'est exactement ce qui se passe. On a changé de référentiel. Et en faisant ce survol, on arrive à gagner. Alors voilà un exemple, c'est Rosetta. Alors la trajectoire est compliquée. La trajectoire de Rosetta, c'est la jaune, c'est la verte, c'est la bleue. Et donc, premier tour, on est là. On fait une assistance gravitationnelle, on arrive à passer ici. On en refait une, on arrive à passer là. Et au dernier survol de la Terre, alors là, on a été très efficace. On arrive à s'éloigner très loin. Vous voyez qu'en faisant 4 tours, finalement, on arrive à... Alors pourquoi on fait ça? Parce que le lanceur n'est pas assez puissant. L'idéal, ce serait un lanceur qui vous met directement sur cette trajectoire pour retrouver la comète ici, en août 2014. Mais ça demande un lanceur qui est plus puissant qu'Ariane 5. La sonde faisant 3 tonnes, c'était impossible. Alors, je voulais vous parler un peu de navigation interplanétaire parce que c'est assez intéressant et ce n'est pas si simple que ça. Alors d'ailleurs, j'ai un pense-bête pour ceux qui sont intéressés. Le plus simple et ce qui a été fait dès le début, c'est de faire des mesures Doppler. Bon, vous connaissez l'effet Doppler. On le fait sur le signal de la télémesure. Et ça marche très bien. Et dès qu'on a lancé les sondes spatiales, on a fait de l'effet Doppler. Ça vous mesure la vitesse sur la ligne de visée. Ça, c'est très facile. Par contre, la position de la sonde, c'est beaucoup plus compliqué. Pour avoir la distance de la sonde à la Terre, on utilise une technique assez originale. On envoie une onde radio vers la sonde, et puis cette onde radio est captée par la sonde, elle est renvoyée vers la Terre. Et on a mesuré très précisément au sol en combien de temps l'onde est captée et renvoyée. Ça se chiffre en nanosecondes. Je crois qu'en l'occurrence, dans l'exemple qui est là, c'était 400 nanosecondes. C'est-à-dire en 400 nanosecondes, l'onde est arrivée et est réémise. Et ça, il faut évidemment le calibrer très bien. Et ensuite, on a le temps de retour. Vous avez un chronomètre. Vous avez, à la vitesse de la lumière, exactement la distance de la sonde parce que vous avez chronométré le temps. Je vous rappelle que la Lune est à 2 secondes-lumière. Et donc, on fait des mesures de distance très facilement. Il vous manque la position. Et là, la position, ça se complique sérieusement. Pour la position, on a des techniques diverses que les Américains maîtrisent très bien, que l'Europe commence à maîtriser. Notamment, vous avez la possibilité de... typiquement, une antenne peut observer une sonde pendant 8 heures. C'est-à-dire le temps que la Terre tourne. Le champ de visibilité d'une antenne, c'est typiquement 8 heures à peu près. Il vous faut 3 antennes pour faire de la couverture en longitude totale. Et pendant ces 8 heures, vous allez avoir une variation du signal Doppler. Et en faisant des calculs très savants, entre guillemets, vous pouvez remonter à une mesure angulaire. La mesure angulaire la plus facile à obtenir, j'ai déjà oublié, c'est la longitude. Enfin, c'est l'équivalent de la longitude, c'est-à-dire cet angle-là. Pour avoir la latitude, c'est-à-dire la hauteur de la sonde par rapport à l'écliptique, le plan dans lequel tourne la Terre et la sonde, est beaucoup plus difficile à obtenir. Et alors là, il faut utiliser le VLBI, c'est-à-dire Very Long Base Interferometry. On utilise 2 antennes, et les Américains ont 3 sites, donc peuvent le faire. L'Europe maintenant peut le faire aussi. Et simultanément, vous allez mesurer les signaux par 2 antennes qui vont observer la sonde, et vous allez faire simultanément la mesure sur un quasar. Alors un quasar, c'est quoi? C'est une source stellaire dont la position est très très bien connue. Alors ne me demandez pas comment on connaît la position, elle est connue, et vous faites des mesures par rapport à ce quasar, et vous comparez avec les 2 antennes, et vous avez une mesure de position qui devient excellente. Ce qu'on appelle le delta d'or ou VLBI, c'est à peu près la même chose. On arrive à des précisions, par exemple, de distance qui sont assez étonnantes. La précision atteint 1 mètre en distance. Quand on sait qu'une sonde qui va sur Mars parcourt 400 millions de kilomètres, c'est quand même des précisions extraordinaires. Et en termes angulaires, j'ai fait un petit trek de 3. Alors en termes de vitesse, c'est le centième de millimètre par seconde.
c'est-à-dire 10 microns par seconde, c'est quand même très précis. Et en termes d'angle, c'est 10 nanoradians. C'est-à-dire que j'ai mesuré, j'ai calculé, ça fait 4 mètres sur la Lune. Donc on arrive à avoir des précisions d'angle qui font 4 mètres sur la Lune. Voilà. Mais ça, c'est le state of the art, comme on dit, de la navigation interplanétaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça devient très compliqué, à part le Doppler qui est le plus simple. Je voudrais juste vous citer une anecdote que j'ai retrouvée sur ce papier. C'est le cas du Explorer 1. Explorer 1, c'est le premier satellite américain. Sputnik est connu dans le monde entier, mais malheureusement, Explorer 1 est moins connu puisque c'est le deuxième au monde. Et Explorer 1, il a fallu développer des logiciels de navigation planétaire. Le calculateur IBM, pour faire ses calculs, tenait dans une pièce. Donc c'était les calculateurs des années 60. Et ils se sont dit, on va quand même faire venir un grand physicien, Richard Feynman. Je crois qu'il a été prix Nobel. Bon, en tous les cas, il le méritait. Richard Feynman est venu pour assister les équipes du JPL sur cette affaire-là. Et en fait, c'est Richard Feynman qui a calculé la trajectoire d'Explorer 1 pour conclure qu'Explorer 1 s'était retombé dans le Pacifique. Donc ensuite, il est rentré chez lui et 4 heures plus tard, le calculateur a sorti le même résultat. Simplement, Richard Feynman était déjà parti en week-end. Donc, avec une feuille de papier, il avait fait le calcul et mais c'est en fait assez compliqué quand même. Voilà pour ce qui concerne la navigation planétaire, j'en dirai pas plus. Ça, on rentre dans des techniques extrêmement pointues ensuite. Alors les 7 minutes de terreur, ça c'est quelque chose qui est très intéressant, c'est évidemment un jargon américain, vous l'avez compris. Alors qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir les opérateurs du JPL, tous en bleu, c'est facile, on les reconnaît bien, ils sont tous assis. Ces gens-là ne font rien. Ils ne font rien puisque tout se passe à 15 minutes lumière. Ils reçoivent des signaux, ils regardent des écrans et ils lisent ce qu'il y a sur les écrans. Et donc ils sont tendus parce que quand vous ne faites rien, vous êtes encore plus stressé que quand vous faites quelque chose. Vous allez voir que la tension est très forte. Et il y a quelqu'un qui commente, et cette personne commente, la sonde envoie à chaque événement de l'atterrissage la confirmation, par exemple, le parachute s'est bien ouvert. Par exemple, le pic de décélération maximum a bien eu lieu. Par exemple, le parachute, le bouclier thermique a été largué. Et à chaque fois, ils se réjouissent parce que ces étapes sont toutes indispensables. Et vous allez voir comment ça se vit. Ça s'appelle les 7 minutes de terreur parce que ça dure 7 minutes. Il faut 7 minutes depuis le moment où vous touchez l'atmosphère et le moment où vous arrivez sur Mars. Donc tout ça est très rapide, tout ça est automatique et tout ça est... Et quand vous posez 2,5 milliards de dollars sur Mars, évidemment, les enjeux sont importants. Je crois qu'il faut que je regarde ça. Voilà. Alors, j'ai pas de son, mais je vais essayer de mettre un peu de son ici. Alors, ça, ce sont des simulations, bien sûr. Mais c'est pour illustrer l'événement qui est en train de se produire au moment où il se produit. Alors voilà, on a touché l'atmosphère, donc ça veut dire que la trajectoire était bonne. Déjà, ils sont contents. Là, vous voyez, on largue des petites choses, on les verra tout à l'heure. À droite, vous avez le directeur du JPL. Immédiatement, on ouvre le parachute. C'est très rapide. Et là, c'est violent, il y a un choc très brutal. Il faut même des amortisseurs sur les parachutes, sinon le parachute se déchire. Le bouclier thermique n'est plus utile, donc on le largue également. Ça a été développé par le JPL, ça ne devait jamais marcher, mais finalement ça marche. C'est ce qui s'appelle le Sky Crane. Alors vous allez voir ce que c'est. Les rétrofusées sont en dessous, sont inclinées à 120 degrés. Ce qui est jaune, c'est le radar qui donne les informations au calculateur. Tout est automatique. Et vous descendez sous ascenseur le rover. Vous déployez les roues et voilà, vous posez le rover en douceur et vous coupez les câbles. Et dès que vous avez allégé le système d'une tonne, il part très très vite. Voilà, donc là, ils ont eu le signal qui confirme l'atterrissage. Mais bon, il faut une preuve. Et la preuve va arriver immédiatement. Ça a été l'objet de beaucoup de discussions. Est-ce qu'on allait avoir la preuve tout de suite? La preuve arrive immédiatement. C'est la 6e fois qu'on se pose sur Mars, hein, donc on peut comprendre la joie des gens. C'était le 6 août 2012. J'y étais, mais dans une autre salle. Voilà, la preuve est là. C'est l'image qu'on vient de voir furtivement. Alors cette image, elle vous dit beaucoup de choses. Elle dit que vous êtes posé.
Elle dit que la caméra a fonctionné, que le calculateur a fonctionné, que le transpondeur qui émet les données a bien fonctionné. En fait, elle dit déjà que ça se passe très très bien. Et après, il faudra vérifier que, par exemple, la roue n'est pas pliée. Donc l'atterrissage s'est fait en douceur, on n'a pas cassé la roue, on voit le sol. C'est ce qu'on appelle les ASCAM, c'est-à-dire c'est les caméras du bas qui vérifient qu'il n'y a pas un trou devant le rover. Et on voit le bord du cratère. Le cratère fait 150 km de diamètre et on commence à voir son bord. Alors là, vous avez dans une autre salle une équipe importante, c'est l'équipe française Chemcam. Et celui qui est le plus joyeux, c'est le responsable français, Sylvestre Maurice de Chemcam. Dans la minute qui a suivi, il s'est dit « Ouh là là, maintenant j'ai un boulot terrible ». D'ailleurs, ça fait bientôt 2 ans qu'il passe une semaine sur 2 entre 17h et 3h du matin à opérer Chemcam sur Mars. Donc c'est assez fatigant. Alors Barack Obama a félicité tout le monde depuis Air Force One. C'est un hublot d'avion ici. Il a appelé le JPL. Alors un peu de techno toujours. Ça, c'est pas un gadget. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit Curiosity sous parachute. Alors pourquoi? Parce que la NASA demande et exige de plus en plus que s'il y a un échec, on veut comprendre, on veut un retour d'expérience, on veut savoir pourquoi. Le fait d'avoir cette image prouve que le parachute s'est bien ouvert. Ça parle d'elle-même. Et faire une image comme ça, c'est très compliqué. Il y a une caméra qui s'appelle IRIS, qui est une caméra à très haute résolution, qui nous donne 25 cm par pixel. Et il faut prendre une image et bien viser et avoir un bon chronomètre pour prendre la photo pile poil au bon endroit. D'ailleurs, on est légèrement décalé, ils ont failli la rater. Mais alors, c'est la deuxième fois que ce type d'image est obtenu. La dernière fois, c'était Phoenix, en 2008. Alors, juste un petit mot pour vous dire que le parachute, il y a du vent sur Mars. Donc, le parachute, au cours du temps, parfois, il bouge parce que c'est un problème météo sur Mars. Alors, là, vous avez une succession de 2 images avant-après. Donc les taches noires ici, c'est l'atterrissage ici de Curiosity. Je vous ai dit qu'on a largué des blocs de titane, enfin je ne l'ai pas dit, mais on voyait subrepticement voilà, les blocs de titane, ils sont tombés ici. Voilà, c'est ces petits points ici. Et alors ces blocs de titane, ils servaient à équilibrer la sonde, et à partir du moment où l'engin était sous parachute, les blocs de titane pouvaient être largués. Alors juste... Voilà, et ça, c'est les prédictions et la réalité. Donc, on prévoyait les blocs de titane ici. Bon, ils sont arrivés là, c'est pas mal. On prévoyait le centre de l'orbite. On s'est posé à 2,5 km du point théorique. Alors ça, c'est extraordinaire. On n'a jamais fait avec une telle précision. Néanmoins, pour l'homme sur Mars, c'est totalement insuffisant. On ne peut pas demander aux astronautes de faire 2,5 km à pied. Donc, cette technologie ne permet pas. Donc, il faut faire encore mieux. Pour faire encore mieux, l'idéal, c'est d'avoir un peu comme les avions, une balise au sol, et viser la balise. Mais ça veut dire un pilotage très, très subtil. On peut piloter sous parachute aussi avec les parafoils. Donc ça, c'est au niveau de la R&D en ce moment, mais c'est comme ça qu'on peut encore améliorer la précision. Alors ça, c'est beaucoup de 30 ans de progrès technologique. Donc centré sur le point d'atterrissage de Curiosity, voilà ce que donnait l'ellipse de Viking à l'époque. Vous voyez, quand on parlait de site d'atterrissage, c'était vaste. Hein, ça faisait 200, on est en miles, 174 miles, ça fait 250 à peu près, si je ne me trompe pas. Pathfinder, donc 20 ans plus tard, on a gagné un peu. On est environ à 200 miles dans la grande dimension. Opportunity, 150 miles. Et déjà en latéral, c'est mieux. Phoenix, on descend à 100 miles. Et là, on fait un énorme progrès parce que ce que je n'ai pas dit, c'est qu'au début, vous n'avez pas vu qu'on pilote au moment où on rentre. Non. C'est pas possible. Ah ben alors, ça va être décourté. Hein. Bon. Oui, donc je disais qu'on pilote le bouclier et ce pilotage, finalement, améliore énormément la précision. Voilà, le Mont Sharp, c'est lui. Il est là. Et là, vous avez autre aspect intéressant, c'est de la techno. Hein. Ça, c'est le souffle des rétrofusées. Et on a pu, comme ça, déterminer que le système était très stable au moment où il a posé le rover. Et donc, on a le souffle des rétrofusées d'un côté et de l'autre, ici. On est allé d'ailleurs faire des analyses parce que ça a nettoyé le sol. C'était assez pratique. Bon, ça, c'est un petit peu les performances des caméras. La caméra la plus performante, c'est elle. En fait, elle n'est pas là la plus performante, c'est la nôtre. C'est la caméra de Chemcam. Mais le champ est minuscule et on est plus puissant que cette caméra. Bon, celle-là est au bout d'un bras, donc elle triche un peu, elle se met devant le trou. Et ça, c'est le trou qu'on fait sur Mars pour analyser les roches.
Alors, quelques images un peu pour le plaisir, mais je passe rapidement. Je voudrais quand même voilà, vous montrer là où on veut aller. Et là où on veut aller, c'est le petit point noir au centre de cette image ou au centre de celle-là, c'est pareil. C'est-à-dire ça, c'est un caillou de 3 mètres et c'est par là qu'on veut aller. Donc on va mettre du temps, on va atteindre probablement en 2015 maintenant. Alors, bon, c'est tout ce qui a été fait sur Mars, je passe rapidement, je n'ai pas le temps de détailler tout ça. On a trouvé une rivière, donc ça c'est sur Mars, la rivière sur Mars, la même sur Terre. Donc on a des arguments assez solides pour penser qu'il y a une rivière. Alors ChemCam, juste pour vous illustrer, ça nous donne des raies d'émission très très intéressantes, c'est très riche. C'est du LIPS, donc le laser crée un plasma. Ce plasma, vous collectez les photons et c'est un plasma en raie d'émission et chaque raie d'émission correspond à un atome. On fait de l'analyse à distance des roches. Et on analyse plutôt ce qui est à gauche de Mendeleïev, là où on ionise en arrachant des électrons. Les gaz rares, on n'y arrive pas bien sûr, puisqu'on ne peut pas arracher un électron. Ça, je passe rapidement. Voilà un effet de tir laser sur la surface. Ça, c'est un effet assez curieux, c'est un effet thermique. C'est-à-dire que les variations de température font que le laser n'est pas complètement stable. Ça, c'est la fameuse caméra très puissante, mais le champ est minuscule. Bon, on a dépassé 100 000 tirs laser. Je voudrais me concentrer sur la technique. Bon, les mesures de pression, je passe rapidement. Bon, ça c'est pour vous illustrer qu'on fait des instruments très simples sur Mars. Celui-là. Bon, ça c'est le schéma, le schéma simplifié. En fait, c'est ce qu'on appelle un GCMS, c'est-à-dire spectromètre de masse. Et les colonnes de chromato sont fournies par deux laboratoires français, le LISA et le LATMOS. Alors, on réécrit les livres d'histoire. On a toujours écrit que N2 était la molécule la plus abondante après le CO2 sur Mars. Ben non, c'est l'argon. Et ça, c'est un résultat récent. L'argon est plus abondant que... Alors, on fait des rapports isotopiques. Ça, c'est intéressant. On avait un problème. Viking mesurait, c'est les rapports sur 36 sur 38 de l'argon. Donc, la valeur du Soleil, qui est la référence. La Terre est très peu déplétée, comme on dit. Et Viking, bon, barre d'erreur gigantesque. Sur les météorites martiennes, car nous avons les météorites martiennes, voilà les barres d'erreur. On se disait, il y a une incohérence, on ne comprend pas, etc. Ben non, en fait, la réalité est pile poil dans les extrémités des barres d'erreur. C'est assez étonnant, et cette valeur très précise nous permet maintenant ça, c'est une valeur de l'intégration de la perte de l'atmosphère de Mars, qui fait qu'on perd un peu plus le 36 que le 38, on perd un peu plus le plus léger que le plus lourd. Bon, ça c'est un peu compliqué. Alors, on fait des trous, et voilà un trou, ça fait 6 cm de diamètre, et on tire au laser dans le trou, hein, c'est ces petits points noirs ici. Alors on visait la veine, bon, on n'y est pas arrivé parce qu'on n'a pas la précision pour viser. Et en chauffant l'échantillon jusqu'à 800 degrés, on relâche de l'eau ici, et ça c'est la signature des clays, voilà, des argiles. Donc on a une signature indirecte de la présence des argiles via cette vapeur d'eau. Et ça, c'est un résultat important. Alors, juste pour dire pour le carbone que, en gros, on a un vrai problème sur Mars aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas trouvé de molécules organiques. Donc, on a un vrai souci et on espère que quand on va arriver sur le spot d'argile qui est prévu pour le printemps ou l'été 2015, on va découvrir des molécules organiques. Là, on a encore trouvé des phyllosilicates, c'est-à-dire des argiles par un autre instrument. Voilà, je passe, ça c'est des belles images. Seul au monde, celle-là, je l'appelle Seul au monde. Alors, vous allez me dire, mais qui est le photographe? Bon, si vous me posez la question, je vous expliquerai. Et j'ai à peu près terminé parce que je vais vite. Alors, le ciel sur Mars n'est pas bleu. Hein. Tout ce qui est bleu sur Mars, c'est des fausses couleurs. Donc, le ciel sur Mars est saumonné. Là, on étire les couleurs pour voir les détails. Mais dites-vous qu'à chaque fois que vous voyez du bleu sur Mars, c'est faux. Et les Américains le précisent, mais en général, les gens reprennent et oublient de le préciser. Bon, je ne sais pas si j'ai le temps de parler d'autonavigation, mais je crois que j'ai plus le temps, alors je m'arrête là. Merci.